Lecture dédiée à Ousmane et Mamadou Seck. Gérard de Villiers, SAS contre CIA. Plomb, 1965. 1. L'odeur de kérosène brûlé prenait à la gorge. Il avait beau être 1 heure du matin, le ciment du terrain était encore tout imprégné de chaleur. Les petites lumières bleues jalonnant la piste d'envol donnaient à l'ensemble un air moderne. Malco Lingue sourit silencieusement en découvrant que chacune de ses ampoules était doublée d'une lampe à pétrole. L'électricité est capricieuse à Téhéran. L'énorme DC-8 s'était arrêté tout près du bâtiment de l'aérogare. Il n'y avait presque pas d'avions. Un Boeing d'Air India, un Coronado de la SAS et quelques vieux Dakota appartenant à d'inavouables compagnies moyen-orientales. Docilement, les passagers emboîtèrent le pas à une hôtesse rondelette et noiraude. Malco regarda autour de lui. Personne ne semblait l'attendre. On serait venu sur le terrain. Il n'y avait que 2 manœuvres perçants en guenilles affalées sur une marche. La terrasse était déserte et la pendule lumineuse indiquait 1h10. Malco pensa avec fatigue qu'il n'était que 4h30 à New York, et qu'il aurait été bien mieux dans sa maison de Poughkeepsie que dans ce bled perdu, où l'on avait l'impression de respirer du pétrole. Déjà, les passagers faisaient la queue aux 2 guichets vitrés, où des fonctionnaires endormis et parasés se passaient avec des airs mystérieux les passeports étrangers. Le passeport diplomatique de Malco lui épargna de faire la queue. Un petit Iranien aux dents éclatantes sous une énorme moustache tiqua en voyant le titre de Malco. Il n'osa pas demander ce que signifiait SAS, mais visiblement il en mourait d'envie. Beaucoup de gens avant lui avaient été intrigués par ces 3 lettres. Elles signifiaient tout simplement Son Altesse Sérénissime. En dépit de son passeport diplomatique américain, le prince Malco Lingue, d'origine autrichienne, avait droit à ces titres, et il y tenait beaucoup, autant qu'au château qu'il possédait en Autriche, où il comptait terminer ses jours, lorsque ses travaux un peu spéciaux pour le gouvernement américain lui auraient permis de le restaurer. Il était une sorte de contractuel à la CIA, Central Intelligence Agency, l'organisation de contre-espionnage américain. Ses collègues, comme tous les Américains, étaient très impressionnés par son titre, mais c'était un peu long. L'appeler Lingue tout court eût paru un peu léger. SAS unissait concision et respect. Désirez-vous une voiture proposa poliment le fonctionnaire. Merci, je prendrai un taxi. Dans ces pays-là, il vaut toujours mieux se méfier des gens trop serviables. Malco regarda autour de lui. Il se trouvait dans la salle de douane, parmi les premiers arrivants. De l'autre côté d'une cloison vitrée, une 50aine d'Iraniens pressaient leurs visages contre les glaces pour tenter d'apercevoir les passagers. Leurs expressions ravies et anxieuses donnèrent à Malco l'impression d'être un nouveau-né dans une couveuse. Pendant que ces 2 valises arrivaient, il alla changer $100 au guichet de la banque Méli. L'employé lui donna un paquet de rials. Malco les compta, il en manquait. Il tendit la main sans rien dire. L'employé dégoûté rouvrit son tiroir et restitua les 2 billets qu'il avait ôtés de la liasse avant de la donner à Malco. Ça marchait 1 fois sur 2 avec les étrangers qui avaient la naïveté de croire à l'honnêteté des banques. Tant pis, la fille de l'employé n'aurait pas de tchador neuf. Les valises étaient là. Un douanier pansu colla une étiquette dessus et sourit à Malco, compréhensif. Celui-ci tendit 5 rials. Il n'y avait toujours personne, pourtant Schalberg savait que Malco arrivait, et l'avion n'était même pas en retard. Malco serra plus fort la poignée de sa serviette noire, comme si on avait pu voir à travers le cuir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait pensé un moment se l'attacher au poignet par une chaîne, mais ça aurait été un peu ridicule. Et puis, pourquoi attirer l'attention? Il serait quand même fichtrement soulagé quand il aurait remis l'objet à Schalberg. Un porteur en loque prit les valises. Malco suivit après un moment de suffocation. On avait beau être à 1500 mètres d'altitude, il faisait une chaleur à crever. Téhéran au mois de juin, c'est le brasier. La sueur dégoulinait déjà le long du dos de Malco. Son complet d'alpaga noir était tout froissé, ce qui l'agaça, car il avait horreur du négligé. Glissant la main sous sa veste, il déplaça légèrement la crosse du 38 police qui était glissée dans sa ceinture. C'était encore là que ça se voyait le moins. Mais la chaleur collait l'arme à la peau d'une façon désagréable. Encore une concession qu'il avait faite à ses employeurs. Lui avait horreur des armes à feu. Il hésitait, planté sur le trottoir devant l'entrée de l'aérogare. Il y avait bien un bar au premier étage, mais il fallait grimper les grands escaliers de marbre, c'était trop loin. Autant aller directement à l'hôtel. Là-bas, il devait avoir un coffre.
Après, notre voyageur aurait tout le temps de s'imprégner de vodka lime. Une rangée de taxis attendait. Il levait le bras pour en appeler un. Quand quelqu'un lui adressa la parole, vous êtes perdu? C'était le ravissant accent, un peu chantant, de la petite hôtesse allemande qui avait pris son service à Paris. Elle se tenait derrière Malco, un sac dans une main et dans l'autre, un manteau dans une housse. Pas exactement, je cherche à deviner quel est le moins voleur de tous ces taxis. L'hôtesse sourit. Pourquoi ne venez-vous pas avec nous dans la navette de la Paname? Le commandant ne dira rien, c'est un ami. Malco hésita un instant. Peut-être ceux qui devaient venir le chercher étaient-ils en retard, mais d'autre part, Hildegarde, elle lui avait dit son nom dans l'avion, avait une bien jolie silhouette. Ils avaient déjà parlé allemand ensemble et ils pourraient continuer au bar du Hilton. Le dépaysement rend les femmes plus vulnérables, c'est connu. Quant à la serviette, elle serait d'autant en sécurité au milieu d'un équipage de la Paname qu'entre deux gardes du corps à la moralité douteuse. En Iran, la moralité des gens est toujours douteuse lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à $1. Eh bien d'accord, en avant. Après un dernier regard circulaire, il monta dans le petit car Volkswagen qui attendait le long du trottoir. À 12 dans le véhicule, c'était un peu serré, mais le commandant de bord eut un grand sourire pour Malco, lui montrant qu'il était le bienvenu. Hildegarde s'était assise à côté de lui. Visiblement, Malco lui plaisait. Il sourit en pensant à la tête qu'elle ferait si elle savait à qui elle avait donné asile. Il grimaça un peu. La crosse du 38 lui entrait dans la cuisse. Difficile de le sortir sans se faire remarquer. La guerre était finie depuis 19 ans. C'est la première fois que vous venez à Téhéran. Non, je suis déjà venu pendant la guerre, ce n'était pas très drôle. J'espère qu'il y a des hôtels convenables maintenant. Le Hilton, c'est tout. Les autres, c'est à peine croyable. Au parc hôtel, la nuit, le standardiste ne parle aucune langue connue. Vous allez rester longtemps? 1 mois environ. Je dois visiter un certain nombre d'endroits pour voir où nous pourrions implanter une usine de nitrate. Dans le golfe Persique, probablement. Mais j'aurai pas mal de temps libre, se hâta d'ajouter Malco. Il ne faut pas décourager les bonnes volontés. Ce sont tous vos papiers d'affaires que vous avez dans votre serviette, continua l'hôtesse. Malco sourit. Drôle de papier. Ils me sont indispensables, c'est pour cela qu'ils ne me quittent pas. Hildegarde sourit. Elle posa la main sur la hanche droite de Malco et demanda sur le ton le plus naturel. Et ça, ce sont aussi des papiers? Elle avait la main sur la crosse du 38. Comme elle avait posé la question en allemand, personne ne tiqua. Malco se mordit les lèvres. Il aurait dû rester fidèle à ses habitudes. C'était bien le moment de se faire remarquer. Maintenant, il fallait bien donner une explication. Vous savez, dans ces pays-ci, les routes ne sont pas toujours sûres. Je suis appelé à me promener dans les coins déserts. Hildegarde rit un peu. Quand même, la route de Merebad à Téhéran. Elle continua. Vous êtes un trafiquant? Qu'est-ce que vous passez? Des diamants? Des émeraudes? J'espère que ce n'est pas de la drogue. Malco secoua la tête. Non, ce n'est pas de la drogue, je vous assure. Je vous crois. Vous n'avez pas l'air d'un sale type, alors. Je ne peux pas vous expliquer. Pas maintenant. Ni maintenant, ni jamais. Il n'y avait que le président des États-Unis, le chef de la CIA pour le Moyen-Orient et Malco qui étaient au courant. Plus les autres. Mais ceux-là ne diraient rien non plus. Promettez-moi de ne dire à personne ce que vous pensez, demanda Malco, c'est très important. En même temps, il planta ses yeux d'or dans ceux de la jeune femme. Aucune femme ne résistait à ce regard. C'était comme de l'or liquide. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'emmener Hildegarde dans son lit, du moins pas tout de suite, et l'enjeu était beaucoup plus important. D'accord, mais vous sortez avec moi demain. Je ne veux pas que vous disparaissiez. Juré. D'ailleurs, nous allons au même hôtel. Le petit car entrait dans les faubourgs de Téhéran. La grande avenue Shahreza était éclairée par des lampes au sodium diffusant une lumière jaune. Pas un chat. Seuls passaient quelques taxis attardés, illuminés de l'intérieur par des guirlandes multicolores de petites lampes. Les autres passagers du car s'étaient assoupis. Malco prit la main d'Hildegarde dans le noir et la serra. Elle ne la retira pas et au contraire, se poussa un peu vers lui. De l'autre côté de Malco, le commandant de bord grogna un peu. Malco posa sa serviette par terre à côté de celle de l'officier. Ainsi, il pouvait mettre ses jambes en travers contre celles de l'hôtesse. Le petit car avait tourné dans l'avenue Hafez et montait péniblement vers le quartier de Shimran, où se trouvait le Hilton, en dehors de la ville à près de 6 kilomètres. Ils passèrent devant l'enseigne brillamment éclairée d'une boîte de nuit, le Miami. La civilisation ne perdait pas ses droits. Maintenant, il n'y avait presque plus de maisons. La route serpentait entre des collines pelées où surgissait parfois une construction isolée. Malco aussi commençait à somnoler. Tout se passait bien. Bientôt il serait à l'hôtel, au frais. La serviette serait en sûreté dans le coffre et moyennant $5 donnés au portier, il aurait la chambre voisine de celle d'Hildegarde. Le car freina brusquement. Réveillé, Malco se pencha sur l'épaule d'Hildegarde pour regarder au dehors. Le véhicule roula encore un peu, puis stoppa complètement sur le bas-côté de la route. La portière s'ouvrit brusquement. Une tête coiffée d'une casquette apparut.
C'était un Iranien avec une petite moustache à la Valentino et l'œil injecté de sang. Il brandissait une énorme pétoire. « Tout le monde en bas !» cria-t-il en mauvais anglais. « Contrôle militaire !» Le commandant de bord se réveilla en sursaut, furieux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» jura-t-il. « Personne n'a le droit de nous arrêter. Repartez immédiatement, chauffeur. » Mais le chauffeur avait une mitraillette sur le ventre et de la famille. Il grommela quelque chose d'incompréhensible et ne bougea pas. Brutalement, l'officier iranien attrapa le steward par la manche et le jeta hors du véhicule. « Tout le monde dehors !» répéta-t-il. Cette fois, personne ne se le fit dire deux fois. Même le commandant de bord, impressionné peut-être par l'uniforme, se leva. Tout cela ne disait rien de bon à Malko. Ce contrôle impromptu en pleine nuit semblait bizarre. Il eut une idée, facile à réaliser. À son tour, il sortit, précédant Hildegarde. Dès que l'officier le vit, il aboya. « Qui êtes-vous ? Vous êtes un civil ? Pourquoi vous cachez-vous dans un véhicule des équipages ? Vos papiers ?» Malko tendit son passeport, d'une main. De l'autre, il tenait la serviette. Mais l'officier le regarda à peine. Se retournant, il appela deux hommes en civil qui jusque-là étaient restés dans l'ombre. « Emmenez-le !» cria-t-il en persan, puis en anglais, il ajouta pour les autres passagers. « Vous pouvez remonter. Monsieur est suspect, et nous le gardons. » Encore mal réveillés, tous remontèrent dans le car. Hildegarde la dernière. Elle se retourna et regarda anxieusement Malko. Pour la rassurer, celui-ci lui fit un clin d'œil. Il espérait qu'elle l'apercevrait dans l'obscurité. Les deux hommes appelés par l'officier l'avaient encadré. C'étaient deux malabars de 1,90 m, le front bas et la moustache agressive. Ils prirent Malko chacun par un bras et l'entraînèrent vers une vieille voiture américaine, arrêtée un peu plus loin. Placidement, les 6 soldats replièrent leurs mitraillettes et attendirent. Malko entendit l'un d'eux qui disait « Le lieutenant Tabriz a dit qu'après on pourrait aller se coucher. » Malko s'était bien gardé de montrer qu'il comprenait l'iranien. Ce sont des détails comme ça qui parfois vous sauvent la vie. Il se laissa entraîner sans résistance jusqu'à la voiture, se demandant comment cette comédie allait se terminer. Pour lui, ça risquait fort de finir par une promenade dans le désert. Avant de monter dans la voiture, l'un des gorilles le fouilla et le soulagea de son 38. Malko ne lâcha pas sa serviette. Un civil était au volant. Il démarra aussitôt, dès qu'ils furent montés. « Où allons-nous » demanda Malko en anglais, pour la forme. Ses gardiens ne répondirent même pas. La voiture quitta tout de suite la route et prit un chemin de traverse au sol inégal. Malko songea qu'avant que le commandant de bord ne puisse alerter qui que ce soit, ce serait beaucoup trop tard pour lui. Il serrait toujours précieusement la poignée de la serviette. Soudain, la voiture ralentit et s'arrêta. Le gorille de gauche ouvrit la portière et tira dehors Malko. C'était bien ce qu'il avait pensé. Ils étaient dans un terrain vague, on voyait au loin les lumières de Téhéran. Malko banda ses muscles. Il fallait filer dans l'obscurité, les gorilles ne lui laissèrent pas le temps de bondir. L'un d'eux le saisit par derrière, lui immobilisant les deux bras. Il avait une force terrifiante. Malko ne pouvait plus respirer. L'autre lui prit d'une main le poignet et de l'autre la poignée de la serviette. Enfonçant son pied dans le ventre de Malko, il tira de toutes ses forces. Malko eut un hoquet et lâcha la serviette. Aussitôt celui qu'il tenait le lâcha. Un coup violent atteignit Malko derrière l'oreille. Il s'écroula sur le sol caillouteux et encore chaud. Confusément, il entendit la voiture démarrer et faire demi-tour. Il était seul. Il n'avait pas osé ou pas voulu le tuer. Il se remit sur ses pieds et vomit. C'était le coup de pied dans le ventre. Le ciel était étoilé, il faisait encore chaud. Au loin, un chien hurlait. Malko se mit en marche, reprenant le chemin qu'avait emprunté la voiture. Il réfléchissait. Ainsi, l'histoire incroyable qu'on lui avait racontée à Washington n'était pas sortie du cerveau malade du général Gavin. Au bout de 20 minutes, il se retrouva sur la grande route. Bien entendu, les soldats et l'officier avaient disparu. Il ne restait plus qu'à regagner le Hilton. Il attendit près d'une demi-heure au bord de la route. Des voitures passaient, mais c'étaient tous des particuliers ou des taxis bondés. Enfin arriva un taxi vide, descendant de la montagne. Malko l'arrêta. L'autre ne voulait pas repartir, il allait se coucher. Enfin, pour 400 rials, il consentit à faire demi-tour. La course valait 60 rials, mais c'était pas le moment de discuter. Malko avait affreusement mal à la tête. Du sang avait coulé et séché le long de sa joue. Enfin, le taxi stoppa devant le Hilton. Le portier dormait. Malko pénétra directement dans le hall. Une certaine animation y régnait. Le commandant de bord, nu-tête, gesticulait au milieu d'un groupe. Il y avait là plusieurs civils et un Iranien en uniforme. Malko s'approcha. C'est l'Iranien qui le vit le premier. Il poussa un cri et tous les autres se tournèrent vers Malko. Le commandant de bord se précipita. « Bon sang, ce qu'on a eu peur pour vous. J'ai cru que ce salaud vous avait descendu. Quand je pense que ces macaques sont équipés avec nos bons dollars. »« Je ne vous permets pas, » commença l'Iranien. « Vous le macaque bouclé là, » coupa l'Américain, « ou je vous vire à coups de pied. Vous feriez mieux de retrouver le fou qui s'est permis cet attentat inqualifiable. » L'officier leva les bras au ciel.
Je vais faire un rapport. Où voulez-vous que j'aille les chercher? C'est incompréhensible. La tête de Malco tournait encore. Il chercha des yeux un endroit pour s'asseoir, et son regard tomba sur Hildegarde, endormie sur un des divans du hall. Un petit feu de joie s'alluma aussitôt dans sa poitrine, car dans son sommeil, la jeune femme tenait à deux mains la poignée d'une serviette noire, celle de Malco. Il dut y avoir une transmission de pensée à ce moment-là, car le commandant de bord demanda à Malco: « Et ma serviette, ils vous l'ont prise, hein ?» Il croyait qu'il y avait de l'argent dedans. Remonté à bloc, il se tourna vers l'Iranien. « Si je n'ai pas ma serviette contenant tous les documents de bord, l'avion ne peut pas décoller demain matin. Et s'il ne peut pas décoller, cela va vous coûter 100 000 $ pour commencer, sans compter la suite. La compagnie va attaquer l'Iran. Vous avez une armée de bandits, de gangsters. » Consterné, ceux qui l'entouraient se taisaient. Il y avait le second secrétaire de l'ambassade des États-Unis, mal réveillé et complètement abasourdi à l'idée qu'une unité de l'armée iranienne ait pu attaquer un bus de la Paname. Le directeur du Hilton, un monsieur très digne, réveillé aussi en sursaut, n'avait même pas eu le temps de mettre une cravate, ce qui pour un Anglais est le comble de l'affolement. Quant à l'officier iranien, il avait été convoqué par le directeur, il n'y comprenait rien et ne voulait surtout pas prendre d'initiative. Voyant qu'il n'y avait aucune chance de retrouver sa serviette, le commandant de la Paname consentit à aller se coucher. Mais le réveil promettait d'être tumultueux. Ce n'était pas pour Malco que l'Américain avait ameuté l'hôtel à son arrivée, mais pour retrouver sa précieuse serviette. Quand Malco était descendu du car, il avait eu le temps d'empoigner celle du commandant. Rien ne ressemble plus à une serviette noire qu'une autre serviette noire. L'Américain ne s'était aperçu de la substitution qu'en voulant ouvrir la sienne. Elle était fermée à clé. De là était parti tout le drame. Malco regarda avec attendrissement Hildegarde. Il la secoua doucement. Elle sursauta et ouvrit les yeux. « Oh mon Dieu, vous êtes blessé. » Le sang séché avait vilaine allure. « Ce n'est rien, merci. Vous avez été épatante. Grâce à vous, personne ne se doute de rien. Vous êtes content? Alors vous allez m'accorder quelque chose. » « Quoi? » ?»« Ouvrez la serviette. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. » »« C'est impossible. Vous préférez que je raconte au commandant que vous avez un pistolet? Il la fera ouvrir lui-même. » « Il n'y avait rien à faire. Bon, mais pas ici. Rejoignez-moi dans ma chambre. » « Attention, ne vous enfermez pas ou quelque chose comme cela. Si vous voulez venir, vous. J'ai le numéro 716. Je n'ai encore jamais refusé de venir dans la chambre d'une dame la nuit. 2. La chambre d'Hildegarde donnait vers le sud. De la fenêtre, fermée à cause de la climatisation, on voyait tout Téhéran. Le Hilton dressait ses 20 étages en plein désert sur les pentes de l'Elbrouz. S'il n'y avait pas eu la piscine, il aurait ressemblé à un camp de concentration de luxe. Malco frappa un petit coup discret. Hildegarde ouvrit tout de suite. Elle avait troqué son uniforme contre une chemise de nuit à fleurs qui s'arrêtait à mi-cuisse, et elle avait de jolies jambes. À travers le tissu léger, Malco voyait la pointe des seins. « Entrez vite, » chuchota Hildegarde, « je tiens à ma réputation. » L'Autrichien ne se le fit pas dire deux fois, il jeta la serviette sur le lit. Il avait une chambre au même étage, mais n'avait même pas eu le temps de prendre une douche. Il était crevé et sa blessure l'élançait. « Alors, toujours aussi curieuse ? » ?»« Toujours, je peux l'ouvrir ? » ?»« Vous savez qu'après vous serez en danger de mort. » Elle frissonna. « Tant pis. C'est la première fois que je suis mêlé à une histoire pareille. Je m'ennuie dans mes avions à servir des types qui veulent tous coucher avec moi. » »« Eh bien, ouvrez-la vous-même. » Il tira de sa poche une clé plate et la tendit à Hildegarde. Elle avait de longues mains aux ongles très rouges. La serrure cliqueta. Hildegarde rabattit la languette et, d'un geste brusque, renversa la serviette sur le lit. Oh! Elle était paralysée. Un tas énorme de liasses de billets de 100 $ s'élevait sur le couvre-lit. De quoi acheter cash l'Empire State Building. Elle se tourna vers Malco, stupéfaite. Mais combien y en a-t-il? 10 millions de dollars, dit Malco, paisible. Qu'allez-vous faire de cet argent? Vous l'avez volé? Même pas. Alors, je ne peux rien vous dire de plus, même contre un striptease. Vous vouliez savoir ce qu'il y avait dans cette serviette, c'est fait. Qu'est-ce que vous allez acheter avec tout cet argent? Des consciences, c'est tout ce qu'on trouve dans ce pays. Vous pourrez en avoir pas mal. Pas sûr, plus un homme est haut placé, plus il est cher, et on n'achète jamais les pauvres types. Pourquoi? C'est moins cher de les tuer. Vous êtes un monstre? Non. Si nous dormions. Quoi? Vous allez m'être utile. Puisque vous avez envie de connaître le frisson de l'aventure, vous allez être servi. Ceux qui ont tenté ce soir de s'emparer de cet argent ne vont pas s'arrêter là. Ils n'ont que jusqu'à demain matin. Or, l'hôtel n'a pas de coffre. Et je n'ai plus mon pistolet. Ici, personne ne viendra me chercher. Du moins, je l'espère. Mais où allez-vous dormir? Il n'y a qu'un lit. Je n'ai pas la tête à la bagatelle et je suis crevé. Vous refusez? Non. Bon, aidez-moi. À eux deux, ils poussèrent l'armoire devant la porte et la calèrent avec la table. Je vais prendre une douche, dit Malco. Couchez-vous. Quand il sortit de la salle de bain, on ne voyait plus que les cheveux de la jeune Allemande.
Il se glissa dans le lit à côté d'elle. Ostensiblement, elle lui tourna le dos en murmurant un bonsoir boudeur. Ils se touchaient presque, et Malko pouvait sentir le parfum de la jeune femme. Il n'avait pas sommeil. Les événements des 2 derniers jours tournaient dans sa tête, déjà fatigué. Tout avait commencé par un coup de téléphone dans sa maison de Poughkeepsie, près de New York. C'était le chef de la CIA pour le Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez venir déjeuner à Washington demain? La question rituelle. Malko avait besoin d'argent. La réfection de son château lui coûtait une fortune. Il fallait terminer la toiture de la tour Est avant l'hiver, 30 000 $. Ce château qui avait appartenu jadis à sa famille était la seule raison de vivre de Malko. Il l'avait racheté pour une bouchée de pain avant la guerre. Seulement tout était à faire. C'est pour cela qu'il travaillait pour la CIA. On l'appréciait à Washington pour 2 raisons. D'abord, il avait une mémoire fabuleuse. 30 ans après, il se souvenait du prénom d'une personne rencontrée 5 minutes. Ensuite, grâce à ce don, il parlait une bonne vingtaine de langues bizarres, comme le turc ou le persan. Enfin, il haïssait tout ce qui était communiste, parce que les Russes avaient annexé le parc de son château en y faisant passer le rideau de fer. Mais il restait encore le bâtiment principal. C'est pour cela que Malko fut exact le lendemain dans un petit restaurant de la tranquille rue N. William Mitchell était déjà là. Le repas se passa paisiblement. Au café, Mitchell dit « Mon cher SAS, je suis dans un merdier épouvantable. » L'Autrichien rit. « Quelle misère vous ont encore fait nos amis de Moscou? » Eux, rien. Les Shintok, alors? Non, pire. Vous n'êtes pas encore arrivé sur la Lune, pourtant, et De Gaulle n'a pas déclaré la guerre. Écoutez, ce que je vais vous dire est tellement secret que nous devrions aller au milieu du désert du Nouveau-Mexique pour être en paix. Il y a 2 jours, j'ai été convoqué par le président des États-Unis. Il venait de recevoir de Moscou une communication ultra secrète par le fameux téléphone rouge. Les services de renseignement soviétiques l'avertissaient que les responsables de la CIA à Téhéran préparaient une bonne petite révolution avec à la clé l'assassinat du Shah et son remplacement par un homme à eux. Simplement. Attendez, les Russes ne se sont pas bornés à lui donner ce tuyau. Ils ont clairement fait comprendre que si l'on ne mettait pas bon ordre à cela, ils considéreraient le renversement du Shah comme un acte d'agression et profiteraient de leur traité de 1948 pour envahir le nord de l'Iran. Ensuite, ils tireraient la conclusion que lui, président des États-Unis, n'avait pas le contrôle de ses services. Vous voyez d'ici les conséquences. Le président était fou furieux. Il m'a donné 15 jours pour tirer l'histoire au clair et agir, si besoin est. Or, je suis coincé. Le type qui est en poste à Téhéran est le général Schalberg, un dur. C'est lui qui a renversé Mossadegh en 52. Il connaît l'Iran comme sa poche. Pourquoi ne le rappelez-vous pas? Difficile. On n'a aucune raison valable. S'il sent le vent et que l'histoire soit vraie, il risque de créer un incident. Et alors? Et si c'était une astuce des Russes? Possible. Schalberg est une de leurs bêtes noires. Ce serait un moyen astucieux de le mettre sur la touche. Et on ne pourrait jamais rien prouver puisqu'on l'aurait prétendument empêché de faire son coup. Seulement c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Alors qu'est-ce que vous voulez de moi? Que vous alliez à Téhéran. Demandez poliment à Schalberg s'il se prépare à assassiner le Shah et moi avec. Non, j'ai un prétexte pour votre voyage. Justement, à Téhéran, la CIA a besoin de fonds secrets. Vous savez que l'aide aux pays sous-développés ne passe pas toujours par les banques. C'est difficile d'envoyer un mandat télégraphique de 10 millions de dollars. 10 millions? Il y a quelques canailles qui ne doivent pas être très sous-développés à Téhéran. Ne m'en parlez pas. Il y a 2 ans, un général valait 10 000 $ par an. Aujourd'hui, il en vaut le double. Et on ne sait même pas ce qu'il commande réellement. Bref, comme c'est risqué d'envoyer une somme pareille par la valise diplomatique, personne ne s'étonnera qu'on emploie un courrier sûr et spécial. Et à qui sont destinés ces 10 millions? Au général Schalberg. Ah bien, parfait. C'est une bonne carte de visite. Après, vous pouvez parfaitement passer une semaine de vacances en Iran. Mais dites-moi, pour faire une révolution, il faut des armes et de l'argent. Justement, ces fonds ont déjà une destination précise, et ce n'est pas Schalberg qui les distribue. Nous lui tendons donc un peu la perche. La perche ou la potence? Allons, pas d'humour noir, SAS. Vous êtes prévenus, c'est tout. Prenez vos précautions. Simplement, s'il vous arrive quelque chose, nous saurons que les Russes n'ont pas raconté de blagues. Bon. Et en admettant que vos petits camarades ne me bousillent pas pour me piquer ces beaux dollars, qui va m'aider à débrouiller ce sac d'embrouille? Personne. Ce genre d'affaire est du ressort de Schalberg. Autant dire qu'il vaut mieux se passer de son aide. Le seul point de chute, c'est un type qui travaille de temps en temps pour nous, et qui nous a donné de bons tuyaux quand il était en Égypte. Il s'appelle Jean Derieux, et il bosse un peu pour tout le monde. Il vaut mieux ne pas avoir en lui une confiance illimitée, mais il connaît le pays, et peut être utilisé à pas mal de choses. Je pourrais aussi demander un coup de main aux Russes, au point où nous en sommes, puisqu'ils en savent plus long que nous sur nos propres services. Contentez-vous de Derieux. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vous envoie Schalberg dans une caisse? Vous avez carte blanche, SAS. Vous m'entendez? Carte blanche.
Si l'histoire est exacte, il faut empêcher à tout prix Schalberg de réaliser son projet, même si vous devez l'éliminer. Avant de rédiger mon testament, je voudrais savoir combien je laisse. Qu'est-ce que cette histoire va me rapporter? La discussion avait alors plongé dans des détails sordides. Avant son départ, Malko avait reçu la précieuse serviette noire. Jamais il n'avait vu autant d'argent. C'est triste d'être honnête parfois. Contrairement à ses habitudes, il avait pris une arme, un 38 police offert avec la serviette. William Mitchell l'avait accompagné à l'avion pour lui donner ses dernières instructions. J'ai vu le président SAS, il vous souhaite bonne chance. Vous devez réussir. Et si vous ne pouviez agir tout seul, vous avez l'ordre de mettre vous-même le chat au courant. Notre ambassadeur vous obtiendra une entrevue, mais ne faites cela qu'en dernier ressort. C'est une telle humiliation. Sur ces bonnes paroles, Malko avait gagné son siège de première et s'était endormi. Le voyage n'avait commencé à devenir intéressant qu'à Paris, avec l'apparition de la ravissante Hildegarde. Les yeux ouverts dans le noir, Malko regarda la forme étendue près de lui. Une faible clarté filtrait à travers les rideaux. Il devait être près de 3 heures du matin. La journée allait être dure. Hildegarde bougea et sa jambe vint s'appuyer contre celle de Malko. C'était doux et chaud. Malko n'avait plus du tout envie de dormir, mais Hildegarde, elle, dormait, avec de petits soupirs charmants. Il n'y avait qu'une chose à faire. Tout doucement, il se souleva, attrapa la base de la lampe de chevet et la poussa vers le bord de la table de nuit. Puis d'une secousse, il l'envoya par terre tout en se recouchant. Cela fit un bruit épouvantable. La jeune Allemande se dressa en sursaut et cria. En gesticulant, elle rencontra le corps de Malko. D'un seul élan, elle se précipita dans ses bras. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle. « J'ai entendu du bruit. » « Je ne sais pas, fit Malko, je dormais. J'ai peur. Ça doit être un oiseau qui a heurté la fenêtre. N'aie pas peur. » Il resserra un peu son étreinte. À présent, tout le corps d'Hildegarde était contre le sien. La tête était nichée au creux de son épaule et il respirait l'odeur de ses cheveux. Très lentement, il commença à caresser le dos de la jeune femme. « Endors-toi, murmura-t-il. » Mais il continuait sa caresse, et peu à peu sa main descendit. Il sentit le jeune corps frémir, se coller contre le sien. Il ne lui resta plus qu'à faire glisser vers le haut la petite chemise de nuit. Hildegarde ne disait pas un mot, mais ses bras s'étaient refermés autour de Malko. Le reste fut une question d'épiderme. Beaucoup plus tard, alors que le jour se levait, et que Hildegarde s'était rendormie, Malko ramassa la lampe et la remit en place. À 9 heures du matin, il faisait déjà une chaleur épouvantable. Malko avait pris son petit déjeuner dehors près de la piscine au milieu d'un groupe de businessmen américains. Hildegarde dormait encore. Il avait quitté la chambre sur la pointe des pieds, douché, rasé, vêtu d'un irréprochable complet d'alpaga noir. Il était très maniaque et avait horreur du négligé. Il se sentait mieux. Il alla à la réception et demanda le téléphone. Mitchell lui avait donné tous les numéros utiles. Chez Schalberg, ça ne répondait pas. Il essaya plusieurs autres numéros et l'ambassade. Finalement, il obtint une voix endormie qui lui dit que le général était parti dans l'intérieur du pays pour 3 ou 4 jours. Or, il devait remettre cet argent à Schalberg en main propre. Il y avait bien un fonctionnaire de l'ambassade au courant des questions de sécurité, mais il ignorait lequel. Autre problème, ses liaisons avec Washington. Là encore, impossible de passer par le général. En attendant, il fallait mettre cette sacrée serviette en sûreté. En admettant que Schalberg fût vraiment hors de Téhéran, Malko décida que le mieux serait de la confier à une banque. Il quitta la piscine pour aller à la réception. Un employé iranien lui dit que la banque Mehdi sur la Ferdowski louait des coffres. « Vous pouvez m'appeler un taxi ?»« Certainement. » L'employé l'accompagna jusqu'à la porte. Il claqua des doigts. Une vieille Mercedes 190 diesel se détacha du parking et vint s'arrêter devant la porte. Le chauffeur, parasé comme tous les Iraniens, n'avait pas l'air rassurant. Mais ça ne voulait rien dire. De toute façon, Malko pensa qu'il n'avait rien à craindre en plein jour. Il monta dans le taxi qui démarra immédiatement. La route descendait jusqu'à Téhéran. Le chauffeur, pour économiser son essence au maximum, coupait sans cesse les gaz. La circulation était intense, de vieux camions, des autobus surchargés, croisaient des taxis brinque-ballants, rapiécés, couverts de slogans peints au blanc d'Espagne. Des femmes voilées attendaient sur le bord de la route qu'un taxi collectif veuille s'arrêter. Quelques somptueuses Cadillacs glissaient dédaigneusement au milieu de cette foule, avec de jolies femmes ou des hommes d'affaires. Bien que l'importation de voitures étrangères neuves fût en principe interdite depuis 3 ans, tous ceux qui avaient leur entrée au palais spiquaient d'avoir le dernier modèle de Chrysler ou de Cadillac. Elle coûtait un peu plus cher, voilà tout. Celle qui suivait le taxi de Malko avait bien 6 ans. Il l'avait repérée dès le départ du Hilton à cause de son pare-brise, largement fendu. Il y avait 2 hommes à bord. La voiture était trop loin pour que Malko pût identifier ses personnages. Il ne lui voulait certainement pas de bien, et moins encore à sa précieuse serviette. Il avait hâte d'arriver à la banque. Pourtant, au milieu de toute cette circulation, il se sentit en sécurité. Le taxi passa avec difficulté le carrefour de la Shah Reza.
l'avenue centrale de Téhéran. L'autre était toujours derrière. La banque mêlée était en vue, mais il y avait quelques pas à faire pour y arriver. Malko donna ses 50 rials au chauffeur et regarda autour de lui avant de descendre. La Ford au pare-brise brisé s'était arrêtée juste derrière lui. Les deux hommes n'étaient pas descendus. Malko les reconnut. C'étaient les deux gorilles qu'il avait kidnappés la veille au soir. Deux flics en uniforme bleu se doraient au soleil devant l'entrée de la banque. Malko les appela Hara. Ça veut dire par ici en persan. Ils le regardèrent d'abord sans bouger, puis devant ses grands gestes, consentirent à se déplacer lentement. En persan, Malko leur expliqua que sa serviette contenait quelque chose de précieux et qu'il désirait être escorté jusqu'à l'intérieur de la banque. Un peu étonnés, ils l'encadrèrent docilement. Malko fut quand même un peu plus rassuré. Les autres n'oseraient pas en plein jour s'attaquer à deux flics en uniforme. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les deux hommes sortaient tranquillement de la voiture et lui emboîtaient le pas. Leur attitude n'était pas du tout menaçante. Le hall était glacé et sombre. Malko demanda tout de suite le bureau du directeur. On l'y conduisit. Il s'assit dans une petite antichambre, et aussitôt un vieil huissier lui apporta une tasse de thé vert sur un petit plateau d'argent. 5 minutes plus tard, une autre porte s'ouvrit, et un Iranien grand et distingué lui fit signe d'entrer. Malko ne se le fit pas dire deux fois. Serrant sa serviette sur son cœur, il s'avança dans le bureau et s'arrêta pile. Les deux gorilles étaient là, assis sur deux chaises comme deux honnêtes clients. Le directeur ne laissa pas à Malko le temps d'ouvrir la bouche. « Ces messieurs désirent vous parler, dit-il à Malko en anglais. Il paraît que vous auriez introduit illégalement des devises en Iran. » C'était ça. « De quel droit se mêle-t-il de cette affaire ?» protesta Malko. « Ces gentlemen sont de la police. » On y venait. Malko tira de sa poche son passeport diplomatique et le montra au directeur. « Je suis diplomate et personne ici n'a le droit de m'arrêter. Sinon, cela risque de vous coûter très cher. » Il tendit le passeport à un des gorilles. Celui-ci le regarda longuement et le rendit à Malko. « Il n'est pas question de vous arrêter, monsieur Linge, » dit-il en excellent anglais. « Je veux seulement voir ce qu'il y a dans votre serviette. Est-elle couverte par l'immunité diplomatique, elle aussi ?» Malko se rembrunit. Il aurait dû y penser. Avec le cachet de la valise diplomatique, les deux macaques n'auraient plus eu qu'à aller se rhabiller. « Je suis couvert par l'immunité diplomatique, » se contenta-t-il de répéter. « Téléphonez immédiatement à l'ambassade. » « Ouvrez d'abord votre serviette, dit le gorille, ou bien nous forçons la serrure. » N'était plus la peine de bluffer. Malko prit sa clé et ouvrit la serviette sur le bureau du directeur. Le gorille s'en empara et la renversa. De nouveau, les liasses se répandirent. Le directeur eut un haut-le-corps. « Avez-vous une autorisation pour faire entrer ces dollars en Iran ?» demanda doucement le gorille. Il valait mieux changer de tactique. Malko se tourna vers le directeur et dit sèchement. « Monsieur, je vous ordonne de faire arrêter ces deux hommes immédiatement et d'appeler mon ambassade. Ce sont des gangsters. Ils ont attaqué hier soir un autobus pour voler cette serviette. » Le directeur était visiblement ennuyé. « Ces messieurs sont de la police secrète, » articula-t-il péniblement. « Ils m'ont montré leur carte, je ne peux rien faire contre eux, d'autant que vous paraissez ne pas être en règle. » C'était sans réplique. Tranquillement, le gorille remettait des liasses de billets dans la serviette. Malko le regardait, fasciné. Sa mission commençait bien. Se faire faucher 10 millions de dollars appartenant à l'État américain. Il était bien coincé. « Qu'est-ce que vous faites ?» rugit-il. « Je confisque ces devises, » répliqua tranquillement le gorille. « Je vais avec vous, fit Malko, c'est du vol pur et simple. »« Impossible, je n'ai pas le droit de vous emmener. Vous êtes couvert par votre passeport diplomatique. »« C'est vrai, ça, » remarqua le directeur. « Présentez-vous au quartier général de la police dans la journée, précisa le flic. « Pas question, ricana Malko, je vous suis maintenant. »« Impossible, fit le gorille, sérieux comme un pape. Nous allons procéder à des vérifications. » Il fit un geste à son camarade qui n'avait pas ouvert la bouche depuis le début. Ce dernier se leva et sortit. 2 minutes plus tard, il était de retour avec un des deux flics en uniforme. Il lui donna un ordre en persan. L'autre se plaça près de la porte et regarda Malko d'un air menaçant. « Le policier alors de ne pas vous laisser sortir d'ici avant 10 minutes, » conclut le gorille bavard. « Par tous les moyens. » Malko bouillait. Il vit la précieuse serviette disparaître, balancée gentiment à bout de bras. 10 000 contribuables américains avaient payé leurs impôts pour rien. Dès que les deux gorilles eurent disparu, il éclata. « Vous êtes complice de ce vol, » rugit-il. « Je préfère vous dire que mon ambassade ne va pas se laisser faire. Vous, un directeur de banque. » Il n'emmenait pas large, le directeur. « Ces hommes m'ont menacé, gémit-il. Ils appartiennent vraiment à la police secrète. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Leur chef est le général Kadjar. Il a rempli le cimetière de Téhéran. Je ne pouvais rien faire. » Kadjar. C'était justement l'ami de Chalbert. À eux deux, ils avaient renversé Mossadegh et noyé ensuite dans le flot de sang le parti pro-communiste Toudé. Les gens qui habitaient près du quartier général de la police secrète ne pouvaient plus dormir à cause des cris qui s'échappaient de l'immeuble.
On racontait que Kandjar, quand il avait des insomnies, descendait lui-même dans les caves et torturait un prisonnier à mort pour passer ses nerfs. Sa spécialité, c'était la massue de jongleur. Il écrasait les os en commençant par les doigts et en finissant par la tête. Malko avait vu des photos de lui. C'était un colosse toujours très élégant dans son uniforme blanc, le visage barré d'une moustache noire soigneusement taillée. Si vous êtes vraiment diplomate, ça s'arrangera, continua le directeur, ils ne peuvent rien vous faire. Évidemment, pour cet argent. Vous avez déjà vu des trafiquants déposer 10 millions de dollars dans une banque, grinça Malko. Même ici, ça ne se fait pas. Sur ces paroles vengeresses, il sortit. Le flic s'effaça poliment, borné et discipliné. Les 10 minutes étaient passées. Pour calmer ses nerfs, Malko marcha un peu. On ne voyait presque pas d'Européens. Plusieurs fois, il fut harponné par des marchands de tapis. C'est un tapis de prière qu'il lui aurait fallu. Il était foudrage. Il s'était fait avoir comme un enfant. Le coup des policiers, faux ou vrais, était sans parade. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait perdu et impuissant dans ce pays. C'était comme de s'attaquer à des sables mouvants. Le soleil chauffait de plus en plus. Il chercha un bar. Bien entendu, ça n'existait pas. Il n'y avait que des cafés crasseux où on débitait de l'abalie, un mélange répugnant de limonade et de yaourt, ou de la bière locale. Soudain, il pensa au journaliste barbouze recommandé par Mitchell. C'était le moment ou jamais de faire le compte de ses amis. Il entra dans un café. Téléphone Kodjas. Le patron lui désignait un appareil posé sur le comptoir. Malko fit le numéro. Une voix répondit en iranien. Balé, Arroye Derieux, Befarmé. C'est moi. Cette fois, c'était du français, avec une pointe d'accent indéfinissable. Je suis un ami de M. Mitchell de Washington. J'aimerais vous voir. Venez. Vous avez l'adresse? Oui. Je saute dans un taxi et j'arrive. Il laissa une pièce de 5 rials et sortit. Un taxi passait. Malko lui donna l'adresse du Belge. 62 Cluche Soraya. C'était au nord, à la limite des quartiers chics sur la route du Hilton. Il fallait sortir de la ville. Le taxi roula près de 20 minutes, puis tourna dans une rue sommairement empierrée, en face d'une villa entourée d'un haut mur. Malko sonna. De furieux aboiements lui répondirent. Des pattes crissèrent sur le gravier, et le museau d'un gros chien se glissa sous la porte, découvrant des crocs menaçants. La porte s'ouvrit. Malko recula instinctivement. Mais le chien était tenu en laisse par un grand type blond avec une grosse moustache en friche et un œil qui louchait affreusement. Une tête plutôt sympathique. N'ayez pas peur, dit-il jovialement, il ne mord que les jardiniers. C'est un chien très bien élevé. Tenez, regardez. Il lâcha le collier du chien et dit va, Turc. Le chien fila vers un jardinier qui détala comme une flèche vers la maison. Deux rieux riaient à gorge déployée. Vous savez qu'il m'en a abîmé un une fois, le salaud. Mais j'ai les meilleurs jardiniers de Téhéran. Ils savent que s'ils se laissent aller à leur naturel paresseux, ils se font bouffer. Charmante mentalité. Malko suivit son hôte dans la villa. C'était assez sommaire, mais il y avait une grande piscine. On va se taper un petit champagne, proposa Derieux. Il disparut et revint avec une caisse dont il entreprit de faire sauter le couvercle. En grosses lettres noires, il était inscrit sur la caisse destinataire ambassade d'Allemagne à Téhéran. Derieux sourit largement et expliqua. J'achète mon champagne chez les douaniers iraniens, c'est là qu'il est le meilleur. Il prélève systématiquement le quart des bouteilles qui arrivent, et me l'apporte directement ici. Il remplit 2 coups. Dégueulasse. Décidément, les diplomates ne savent pas vivre. La prochaine fois, j'exigerai celui de l'ambassade de France. Bon, quel bon vent vous amène, je suppose que vous n'êtes pas en vacances à Téhéran. Malko hésitait. Le bonhomme ne lui inspirait pas une confiance illimitée, un peu trop jovial et bavard. Mais il n'avait pas tellement le choix. Il décida de raconter d'abord l'histoire de la serviette. Quand il eut fini, Derieux hocha la tête. Vous n'avez pas beaucoup de chance de revoir votre fric, surtout si ce sont de vrais policiers. Kadjar est une terreur et surtout, ce n'est pas le gars à laisser passer 10 millions de dollars. Ils trouveront bien un prétexte légal pour conserver le fric. Mais si je demande à Schalberg d'intervenir, autant aller brûler un siège à Lourdes. Lui et Kadjar sont comme cul et chemise. Il y a trop de cadavres entre eux. Depuis 10 ans, ils gouvernent le pays par l'intermédiaire du chat. Chaque fois que quelqu'un les gêne, ils meurent de mort violente. Et le chat, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il compte les morts. Jusqu'ici, cela lui rend plutôt service. Le budget iranien est trop pauvre pour nourrir des prisonniers politiques. Mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas le dos à Kadjar quand il le reçoit. Vous croyez à une révolution? Vous savez, nous sommes en Orient, les choses ne sont pas simples, il n'y a pas de parti politique. De temps en temps, un type décide de se sucrer en grand et déclenche le baroud. Il finit Premier ministre, roi, pendu ou fusillé. Le reste, c'est du folklore. Malko écoutait, songeur. Derieux paraissait bien connaître le pays et plein de bon sens. Il pourrait peut-être lui rendre de sérieux services. Mais dites-moi, enchaîna le journaliste, vous n'êtes pas venu me voir simplement pour me raconter vos malheurs. Je ne suis pas le bureau des objets perdus. Voilà, se lança Malko. J'ai en effet une mission archi-secrète, c'est pour cela que Washington m'a donné votre nom. Mais vous avez vos gars ici.
Justement, on a l'impression à la CIA que Schalberg se préoccupe un peu trop des intérêts de son ami Kadjar et pas assez des nôtres. Je suis chargé de faire le point à ce sujet. Si vous n'êtes pas très prudent, cela risque d'être un point final pour vous et pour moi. Je suis prudent. Est-ce que vous acceptez de m'aider? Combien? Malco n'avait pas prévu une question aussi brutale, mais ce n'était pas le moment de biaiser. 500 000 $ si vous me ramenez la serviette et son contenu. Pour le reste, je vous donne un forfait de 10 000 $ plus vos frais. Mais il faut me faire confiance, je ne peux pas vous payer tout de suite, vous savez pourquoi. Derieux fit mine de réfléchir. D'accord, marchons comme cela. Mais pour les 500 000, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je sais, mais cela nous procure un excellent alibi pour votre intrusion dans cette histoire. Puisque Schalberg n'est pas à Téhéran aujourd'hui, je lui dirai que j'ai fait appel à vous en son absence. D'accord? Le Belge bourra sa pipe et hocha la tête. Ça se tient. Espérons qu'ils ne fouilleront pas trop loin. Pour commencer, nous allons faire un tour officiellement chez Kadjar. Attendez-moi une seconde, je m'habille. Malco se plongea dans la lecture d'un vieux Life. L'autre ne fut pas long. Ils prirent place dans la Mercedes 220 du Belge. Le chien les accompagna jusqu'à l'entrée de la grande route. De nouveau, la chaleur les prit à la gorge. Il y avait au moins 40 degrés. Les flics au carrefour étaient abrités sous de petites tentes de toile et dirigeaient mollement une circulation terrifiante. La voiture descendait vers le sud de la ville. Enfin, le Belge s'arrêta sur une place encombrée d'étals de marchands de pastèques. C'est là, fit-il. On va demander à voir Kadjar. Sortez votre passeport diplomatique. L'éternel huissier barbu et parasé les accompagna jusqu'à une salle d'attente. Seule différence signalant qu'on se trouvait dans un bâtiment officiel, il portait à la ceinture un énorme pistolet, passé directement entre le pantalon et le ceinturon. À propos, dit Malco, il faudra que vous me procuriez une arme. On m'a fauché la mienne. Derieux fut très grand seigneur. Vous choisirez chez moi ce qu'il vous faut. Décidément, c'était un garçon bien accueillant. Ils attendirent près d'une heure. Malco bouillait. Enfin, l'huissier revint et introduisit les deux hommes dans un grand bureau. À en juger par les galons et les décorations qui constellaient l'uniforme de celui qui les reçut, il devait être au moins maréchal de la cour. Malco fut déçu quand il se présenta. Major Osrodar. Derieux le connaissait. Ils échangèrent des salam aleikum pendant 5 minutes. Enfin, Malco put s'expliquer. L'autre l'écouta sans sourciller. Je ne suis au courant de rien, dit-il en feuilletant distraitement le passeport de Malco. Je vais me renseigner immédiatement. Attendez-moi ici, je vous prie. Il parlait un anglais parfait. Après une petite courbette, il s'éclipsa. Il y a un loup, fit Derieux à voix basse. C'est le bras droit de Kadjar. Si ce sont vraiment ces flics, il doit le savoir. Et si ce n'en est pas, il pourrait fort bien enquêter devant nous par téléphone. Vous pensez que Kadjar a voulu mettre 10 millions de dollars dans sa poche? C'est le genre de pourboire qu'il apprécie. On va voir. On leur apporta du thé. 20 minutes plus tard, le major Osroda revint, l'air soucieux. Il se rassit derrière son bureau avant de s'adresser à Malco. Comme vous le pensiez, commença-t-il, vous avez malheureusement eu affaire à de vulgaires escrocs. Il n'y a aucune trace dans nos services d'une opération quelconque vous concernant. Je vais donc vous aiguiller sur l'officier chargé des enquêtes criminelles. Il se leva et adressa quelques phrases en persan à Derieux, lui expliquant à quel bureau il fallait s'adresser. Les deux hommes s'engagèrent dans un dédale de couloirs crasseux puant l'urine et la sueur. Ils trouvèrent enfin une porte vitrée avec le nom du capitaine Schitt. Reté, recourbette, re-explication. Le capitaine Schitt était un homme affable et souriant. Oui, son vénéré supérieur, le major Osrodar, lui avait parlé de l'affaire. Il était désolé d'une pareille mésaventure, mais dans une grande ville, n'est-ce pas? Lui, personnellement, était décidé à agir avec efficacité. Il avait l'air si décidé que Malco un instant reprit espoir. L'autre exposa alors son plan. Vous connaissez la voiture utilisée par les deux escrocs, d'après vos déclarations. Je vais donc vous donner deux de mes hommes en uniforme. Téhéran n'est pas si grand. Je vous conseille de vous placer au carrefour de la Reza et de la Ferdowski. La voiture finira par y passer. Quand vous la reconnaîtrez, vous la désignerez à mes hommes qui la siffleront, elle s'arrêtera, et il n'y aura plus qu'à appréhender les criminels. Malco en resta une bonne minute sans voix. Il regarda le capitaine pour voir s'il plaisantait, mais l'officier était parfaitement sérieux. Mais, protesta Malco, vous n'allez pas mener une enquête normale. L'autre eut un geste apaisant. Si, si, mais nous avons bien peu d'éléments. Si au moins je savais le nom de ces deux hommes. Vous ne croyez pas que le directeur de la banque Mélie? Ils ont sûrement donné de faux noms puisqu'ils avaient de fausses cartes de police. Rien à répliquer. Malco se voyait mal déambulant dans Téhéran avec deux flics iraniens à ses chaussures. Je vous remercie 1000 fois de votre aide, dit-il, mais je ne crains de ne pas avoir le temps de me poster au carrefour. Peut-être pourriez-vous y mettre vos deux hommes sans moi. Le capitaine sourit sans répondre, l'entretien en resta là. Il valait mieux que Malco s'en aille. Il aurait cassé quelque chose. Quand il fut dans la voiture de Derieux, il explosa.
Pourquoi n'avez-vous rien dit? Ce type s'est foutu de nous comme il n'est pas permis. Il y a quand même 10 millions de dollars en jeu. Derieux haussa les épaules et freina sec pour éviter un taxi. Pas la peine. Ils nous ont eus à l'iranienne. Ici, on ne dit jamais non. Mais on a très vite l'impression de devenir cinglé. Dans n'importe quel pays, si le chef de la police vous avait proposé ça, vous l'auriez balancé par la fenêtre. Ici, vous le remerciez. C'est sans bavure. Le directeur de la banque ne dira rien, terrorisé par la Gestapo de l'oncle Kadjar. Vos gars sont déjà en mission sur la frontière du Pakistan ou dans un coin comme ça, et la police déploie toute sa bonne volonté. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Quoi? Kadjar paraît remarquablement bien renseigné. Votre ami Schalberg pourrait bien toucher sa petite commission sur les dollars. J'ai encore une petite carte à jouer, dit Malko songeur, mais il faut que j'attende le retour de Schalberg. Nous verrons Kadjar ensemble. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse la surprise. Et puis, inutile que je vous le dise, ce serait dangereux pour vous. Derieux n'insista pas. On va se vider une vodka lime au Hilton, proposa-t-il. On fera notre plan de combat. À cette heure-ci, il fait trop chaud. Même les révolutions s'arrêtent. Malko accepta avec joie. Hildegarde devait être réveillée. Comme elle repartait le lendemain, autant en profiter. Ils arriveraient au Hilton juste pour le déjeuner. Un message attendait Malko dans sa case. Le général Schalberg vous attend demain à son bureau. Une voiture passera vous prendre à 10 heures. Lecture Grégory Proch. Musique Motorhead Capricorn. 19 août 2026. Retrouvez cette vidéo et des centaines d'autres sur la chaîne YouTube Grégory Proch. A thousand nights I spent alone, solitaire.